KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. On nous enverra tous les 9 jours un courrier spécial, porteur des dépêches officielles. Les dépêches officielles mettent 25 jours à venir de Paris, les lettres et les journaux 40. La lettre la plus fraîche que j'ai reçue de Paris est la vôtre du 4 août. Les dernières dépêches officielles, qui viennent par télégraphe jusqu'à El Goléa, sont du 20 août. Rien n'est changé dans l'extérieur de ma vie calme et régulière, car il faut que les indigènes n'aperçoivent rien qui dénote une émotion ou un état différent de l'état ordinaire. Cependant, cet homme, que la pensée du mieux ne cesse de hanter, veut être confirmé dans la résolution qu'il a prise de demeurer dans la Hagar. Sans doute, il lui apparaît clairement que son devoir est là, où nul ne peut le remplacer. Mais un ami, un soldat, penserait peut-être autrement. L'ermite écrit donc au général Lapérine, qui est un esprit sage, qui se trouve en première ligne dans la bataille et connaît aussi les choses d'Afrique. Il lui demande « Ne serais-je pas plus utile sur le front, comme aumônier ou brancardier ? Si vous ne m'écrivez pas de venir, je reste jusqu'à la paix. Si vous me dites de venir, je pars sur le champ et à bonne allure. » Par retour du courrier, 2 mois plus tard, il reçoit la réponse « Restez ». Provisoirement, la question est tranchée. Je dis provisoirement parce que 1 an plus tard, Charles de Foucault apprendra que des prêtres se battent et, supposant qu'il y a peut-être une dispense accordée, il demandera de nouveau « Et moi, n'en serais-je point, si je pouvais servir ?» La correspondance entre les 2 grands sahariens, le moine et le soldat, commencée dès le début de la guerre, va se continuer jusqu'à ce que l'un d'eux disparaisse. J'ai feuilleté 41 lettres du père de Foucault, adressées à son ami depuis décembre 1914 jusqu'au 16 novembre 1916, et que le général avait soigneusement classées. Elles sont toutes militaires. Elles racontent tout ce qu'il sait des tribus ralliées et des tribus dissidentes, leurs mouvements, les intrigues nouées par les sénoucistes, qui sont en étroite relation avec les Turcs de Tripolitaine et avec les Allemands, les coups de main, toute la chronique du désert. À l'occasion, il prend parti pour les nomades, ses clients, qui se plaignent de certaines lenteurs ou de certains excès de l'administration. Ses conclusions sont toujours nettes et fermes. Quand le danger d'un soulèvement ou d'une incursion devient pressant, il dit « Voici ce que je ferai ». Et je ne doute pas que dans plus d'un cas, son avis n'ait été suivi par Lapérine qui, de loin, exerçait son droit de conseil dans nos affaires d'Afrique. En tout cas, le grand chef était averti. Les lettres adressées à d'autres personnes pendant cette période de la guerre expriment surtout l'homme intérieur. Elles sont souvent très belles par leur accent de patriotisme, leur invariable volonté d'espérance, leur ton d'autorité, par l'inquiétude aussi, secrète et enchaînée qu'on y devine parfois. Il disait « Aussitôt la poste arrivée, je compte les jours jusqu'à la suivante. » Je crois qu'en choisissant des passages de ces lettres, en les disposant par ordre de date, j'aurais donné, des 2 dernières années de la vie du père de Foucault, un tableau sans redite et que le résumé le plus attentif ne saurait égaler. 15 septembre 1914. Mon esprit et ma prière sont à la frontière. 21 octobre 1914. Ceci est la guerre d'indépendance de l'Europe contre l'Allemagne. Et la façon dont se déroule la guerre montre bien combien elle était nécessaire, combien la puissance de l'Allemagne était grande, et combien il était temps de briser le joug avant qu'elle ne devînt plus redoutable encore. Elle montre de quel barbare l'Europe était à demi esclave, et près de le devenir complètement, et combien il est nécessaire d'ôter définitivement la force à un peuple qui s'en sert si mal et d'une façon si immorale et si dangereuse pour les autres. C'est l'Allemagne et l'Autriche qui ont voulu la guerre,
et c'est elles qui méritaient qu'on la leur fît et qui, j'espère, en recevront un coup qui les mettra pour des siècles dans l'impossibilité de nuire. 7 décembre 1914. Les troubles de Tripolitaine n'ont pas franchi la frontière. On ne peut assez remercier Dieu des faveurs sans nombre qu'il a faites à la fille aînée de son Église. Le moindre n'est pas la fidélité de nos colonies. Envers moi, la confiance des Touaregs ne cesse de s'accroître. Le travail de lente préparation de l'Évangile se poursuit. Puisse le Tout-Puissant faire sonner bientôt l'heure à laquelle vous pourrez envoyer des ouvriers dans cette partie de votre champ. 20 février 1915. Le sud de la Tripolitaine est troublé. Saint-Léger et 200 ou 300 soldats sont sur la frontière pour empêcher que des bandes révoltées contre les Italiens ne fassent irruption chez nous. Il ne reste au fort Motylinski qu'un adjudant français et 6 ou 7 soldats indigènes. Cet adjudant est fort bien. Nous nous écrivons souvent, mais nous ne nous voyons guère. Étant seul, il ne peut pas quitter son poste et moi, ayant beaucoup à faire, je ne me déplace pas sans raison grave. Il y a 2 ans que je ne suis allé à Fort Motylinski. 21 février 1915. Comme vous, je trouve que l'œuvre de prière pour la conversion des infidèles des colonies est plus indispensable que jamais à cette heure où tant de nos sujets infidèles donnent leur sang pour nous. La loyauté et le courage avec lesquels nous servent nos sujets montrent à tous qu'il faut faire pour eux plus que nous n'avons fait dans le passé. Le premier devoir est celui que nous savons, le salut des âmes. Mais tout se tient et bien des choses qui ne sont pas l'action proprement dite des prêtres et des religieux importent beaucoup au bien de leurs âmes. Leur instruction, leur bonne administration civile, leur étroit contact avec des Français honnêtes gens, pour certains leur sédentarisation et un accroissement de bien-être matériel. Aussi, je voudrais que notre union, qui doit avant tout porter chacun de nous à s'unir le plus possible à notre Seigneur, à se remplir de son esprit, à vivre selon sa volonté et de sa grâce, porte aussi chacun à faire selon sa condition et ses moyens tout ce qu'il peut pour le salut des infidèles de nos colonies. 12 mars 1915. Comme vous, j'espère que du grand mal qu'est la guerre sortira un grand bien pour les âmes. Bien en France où cette vision de mort inspirera des pensées graves et où l'accomplissement du devoir dans les plus grands sacrifices élèvera les âmes, les purifiera, les rapprochera de celui qui est le bien incréé, les rendra plus propres à percevoir la vérité et plus forts pour vivre en s'y conformant. Bien pour nos alliés qui, en se rapprochant de nous, se rapprochent du catholicisme et dont les âmes, comme les nôtres, se purifient par le sacrifice, bien pour nos sujets infidèles qui combattent en foule sur notre sol, apprennent à nous connaître, se rapprochent de nous et dont le loyal dévouement excitera les Français à s'occuper d'eux plus que par le passé, à les administrer mieux que par le passé. 15 avril 1915. Saint-Léger quitte Insallah et prend le commandement d'une autre compagnie saharienne, celle du Touat. Il est remplacé par un autre ami très aimé aussi, le capitaine Duclos, que j'ai connu là comme lieutenant, officier de grande valeur et beau caractère. Je vois sans cesse Ouksem. Marie me demande s'il tricote. Il tricote à merveille, et presque toutes les personnes jeunes de son campement et du village se sont mises sous sa direction à tricoter et à faire du crochet. Chaussettes de tricot, gilets et calottes au crochet. Cela a été long, mais depuis son retour, grâce à une de ses belles sœurs qui s'y est mise avec beaucoup de bonne volonté, c'est parti et tout le monde s'y met. 15 juillet 1916. Saint-Henri. Bonne fête, mon cher Lapérine, je pense bien à vous et prie bien pour vous aujourd'hui. Les Touaregs d'ici se souviennent de vous, parlent de vous, vous aiment comme si vous aviez quitté hier le Sahara. Je vais bien, malgré la sécheresse et les sauterelles, les jardins de Tamanrasset s'accroissent, il n'y a plus maintenant une seule zériba, il n'y a que des maisons dont plusieurs avec cheminée. Quelques Aratins commencent un peu à apprendre le français, ils viennent d'eux-mêmes me demander presque chaque soir comment on dit tel ou tel mot.
Presque toutes les femmes d'Agrali des environs de Tamanrasset et un certain nombre de Hartani savent tricoter les chaussettes, les calottes et les gilets à la grande joie des vieux et de pas mal de jeunes. 2 août 1915. Mon cher Lapérine, merci de votre lettre du 14 juin arrivée hier au soir. Je suis bien heureux de vous savoir en bonne santé. Que le bon Dieu vous garde et qu'il protège la France. Je mène ma vie ordinaire dans un grand calme apparent, mais l'esprit étant au front avec vous, avec vos soldats. Après le dictionnaire touareg français abrégé et le dictionnaire des noms propres, voici le dictionnaire touareg français plus développé qui est terminé et prêt à être imprimé. Je viens de me mettre à la copie pour l'impression des poésies. Cela me paraît étrange, en des heures si graves, de passer mes journées à copier des pièces de vers. L'Écho de Paris m'a appris la mort à l'ennemi du révérend père Rivet, jésuite, professeur au collège romain, qui a donné en 1893 sa démission d'officier de chasseur alpin. Il me semble qu'il devait avoir au moins 47 ans et que c'est non pas comme appelé, mais comme engagé volontaire qu'il servait. Le journal dit qu'on l'avait nommé lieutenant à la Légion. Je ne croyais pas qu'il fût permis par les lois de l'Église à un prêtre de s'engager, bien qu'il soit obligatoire d'aller au régiment quand on est appelé. Il y a pu avoir des décisions pontificales récentes que je ne connais pas. Nul n'était plus au courant que le révérend père Rivet, professeur de droit canon. Au cas où les lois de l'Église me permettraient de m'engager, ferais-je mieux de le faire ? Si oui, comment m'y prendre pour m'engager et être envoyé au front, car mieux vaut être ici que dans un dépôt ou un bureau. Entre la petite unité que je suis et 0, il y a peu de différence, mais il y a des heures auxquelles tout le monde doit s'offrir. Répondez-moi sans tarder, par ce même courrier, j'écris pour demander si l'Église autorise quelqu'un dans mon cas à s'engager. 2 août 1915. Un jeune noir qui connaît Gardaïa, les pères et les sœurs, me disait il y a quelques jours: quand les sœurs viendront ici, je mettrai ma femme chez elles pour qu'elle apprenne à tisser et je demanderai à être leur jardinier. Le temps est proche où les sœurs seront reçues par les indigènes, surtout par les cultivateurs sédentaires, avec grande reconnaissance. Le bon Dieu arrangera-t-il les choses de manière à conduire ici père blanc et sœur blanche ? 7 septembre 1915. Il y aura demain, fête de la Nativité de la Sainte Vierge, 10 ans que mon ermitage de Tamanrasset est construit et que j'y célèbre la messe. Je dois bien des remerciements et de la gratitude au bon Dieu pour toutes les grâces qu'il m'a faites ici. 13 octobre 1915. Je vous remercie, mon cher Lapérine, de votre lettre du 24 août et du très joli insigne tricolore, espoir et salut de la France que vous m'avez envoyé. Il est arrivé à très bon port, il est devant moi sur ma table, souvenir de vous en cette grande année. 19 novembre 1915. Le courrier de l'Asdjer n'est pas encore arrivé, mais j'apprends ceci. Le poste de Tunisie d'Eibat est attaqué par les sénoucistes, commandés par des officiers en uniforme kaki avec jumelles et revolvers, allemands sans doute. Le général Moignier a envoyé des renforts, la situation est grave sur toute la frontière tunisienne tripolitaine. Janvier 1916. Jamais je n'ai senti autant que maintenant le bonheur d'être français. Nous savons tous deux qu'il y a en France bien des misères, mais dans la guerre présente, elle défend le monde et les générations futures contre la barbarie morale de l'Allemagne. Pour la première fois, je comprends vraiment les croisades. La guerre actuelle, comme les croisades précédentes, aura pour résultat d'empêcher nos descendants d'être des barbares. C'est un bien qu'on ne saurait payer trop cher. 6 mars 1916. Ouksem est toujours au loin, on n'a plus besoin de lui pour apprendre le crochet ni le tricot. Toutes les jeunes femmes et jeunes filles, et la plupart des enfants, pas mal d'hommes même, le savent dans le voisinage. Votre envoi de laine et de coton a mis bien des doigts en mouvement. On travaille actuellement avec activité à une route pour auto entre Ouargla et Insala. De plus, dans un an, nous aurons à Motilinski une station de télégraphie sans fil. Militairement et administrativement, ces progrès sont très heureux, politiquement aussi.
Ces travaux montrent aux indigènes que rien n'est changé en France et que la France conduit la guerre légèrement et sans inquiétude. 10 avril 1916. Mon cher Lapérine, il paraît que quand, avec Moussa, vous êtes allé chez Firoun, retour de Niamey, Firoun a proposé à Moussa de vous assassiner avec votre escorte. Moussa s'y étant refusé, Firoun lui a reproché de n'avoir pas de cœur. Moussa lui a répondu « Tu suis ta voix, je suis la mienne. Dans quelques années d'ici, nous verrons laquelle des deux est la meilleure. » C'est d'Ouxem, chef des Dagrali, que je tiens la chose. Je la crois vraie. Et ma reconnaissance et mon affection en augmentent fort envers Moussa. Le 11 avril, nouvelle lettre au général. Le fort français de Djanet sur la frontière tripolitaine a été investi au début de mars par plus de 1000 sénoucistes armés d'un canon et de mitrailleuses. Derrière les remparts, il n'y avait que 50 hommes commandés par le général des logis Lapierre. Le bruit court dans le désert que la petite garnison a tenu tant qu'elle a pu tenir et que, après 18 jours de siège, les défenses étant démolies, les soldats presque tous blessés, l'unique puits comblé, le sous-officier commandant a fait sauter le fort. Les sénoucistes ont la route libre pour venir ici, ajoute le père de Foucault. Par ce mot « ici », j'entends non Tamanrasset, où je suis seul, mais Fort Motilinski, capitale du pays, qui est à 50 km de Tamanrasset. Si on suit mon conseil, nous tirerons tous d'affaire en cas d'attaque. J'ai conseillé de se retirer, avec toutes les munitions et approvisionnements, en un lieu inexpugnable et muni d'eau, de la montagne où on peut tenir indéfiniment et contre lequel le canon ne peut rien. Si on ne suit pas mon conseil et que l'on soit attaqué, Dieu sait ce qui arrivera. Mais je crois qu'on suivra mon conseil, je ferai mon possible pour qu'on le suive. Ne vous inquiétez pas si vous êtes quelque temps sans lettres, il peut se faire que nos courriers soient interceptés sans que pour cela, il nous soit arrivé aucun malheur. Je suis en correspondance quotidienne avec le commandant du fort Motilinski, le sous-lieutenant Constant. Si je le crois utile, j'irai lui faire de courtes visites. S'il est attaqué, je me joindrai à lui. La population est parfaite, nous sommes tous dans la main de Dieu, il n'arrivera que ce qu'il permet. Décision nette et digne de Charles de Foucault, ne pas quitter Tamanrasset, ni les pauvres Aratins, pour l'insuffisante raison qu'il peut y avoir d'un moment à l'autre une incursion tentée par les sénoucistes, mais si les soldats du poste de Motilinski sont les premiers attaqués, se joindre à eux. Dans l'un et l'autre cas, être au danger. En attendant l'événement probable, chercher dans les montagnes un lieu facile à fortifier et à défendre, même contre le canon, en attendant aussi ne rien changer à ses habitudes, garder une attitude de confiance et de sourire. Il n'y a pas qu'en France, on le voit, que les Français avaient le sourire. Ils l'avaient au Sahara et sûrement sans avoir reçu le mot. Dès le lendemain, Charles de Foucault fait le voyage de Tamanrasset à Fort Motilinski, afin de choisir ce lieu défendable où se retirerait en cas d'attaque la petite garnison du Borge. Il en avait indiqué 4, lui qui connaissait toutes les pierres du pays. Avec le sous-lieutenant Constant, il en découvre un 5e, à quelques kilomètres seulement de Motilinski, et il rappelle le paysage au général, l'autre omnissaharien. Ces gorges étroites où s'enfonce la vallée de Taraouaout, ces gorges à l'entrée desquelles il y a une épaisse forêt de berdis, c'est-à-dire de roseaux, et ensuite de l'eau courante pendant près de 4 kilomètres, entre des flancs très escarpés. Il a été convenu que Constant organiserait défensivement le Berdy et une partie des gorges en aval, au moyen de tranchées et de fortins, qu'il y transporterait des vivres et des munitions, qu'il y mettrait une garde et qu'il s'y installerait lui-même à la première alerte. Par bonheur, Constant a en ce moment 4 autres Français, 2 bons maréchaux des logis, un caporal du génie et un simple soldat, et 30 militaires indigènes, dont un excellent sous-officier, Belaïd. Avec ce nombre de fusils ainsi encadrés et la forte position choisie, il peut se défendre avec avantage contre des ennemis très nombreux et le canon n'a pas de prise sur lui. L'absence de Charles de Foucault dure seulement 48 heures. Il revient au poste sans garnison ni défense, l'Ermitage. La nouvelle de la prise de Djanet s'est déjà répandue.
Le courrier, comme tous les courriers du désert, a été interrogé et il a raconté comme un facteur rural les nouvelles qu'il savait. Le chef de la tribu Imrad des Dagrali a aussitôt couru chez le marabout. Le représentant de Moussa l'y a suivi. Celui-ci a été troublé d'abord, mais quelques mots de l'autre, du chef Ouksem, et la tranquille physionomie du père de Foucault l'ont remis en confiance. Ensemble, les trois hommes ont tenu conseil et pris quelques dispositions. Il a été convenu, par exemple, que des postes de vedettes seraient établis en 5 endroits pour que Tamanrasset et Motilinski puissent être avisés de l'approche de l'ennemi. Peu à peu, des récits plus exacts de la prise de Djanet parviennent dans la vallée. Non, le maréchal des logis Lapierre n'a pas fait sauter le fort. Après 21 jours de belle défense, n'ayant plus de provisions, ne pouvant plus approcher du puits de la redoute démantelée, il a fait une sortie dans la nuit du 24 mars. Sa petite troupe a erré 3 jours dans le désert, espérant d'y rencontrer quelques détachements de France. Après ce temps, elle a été enveloppée par les félagas et faite prisonnière. On a enjoint au maréchal des logis de prononcer la formule d'abjuration. Il a refusé. Néanmoins, on ne l'a pas tué, mais emmené en captivité. D'abord dans l'oasis de Djanet, puis à Rat, puis au Fezzan. L'histoire devient plus vraie, mais le danger n'est pas moins grand pour cela. Les officiers de nos postes et le père de Foucault s'attendent à ce que les tribus révoltées, fiers d'avoir pris aux Français une forteresse et excités par les agitateurs de Tripolitaine, préparent de nouveaux coups de main. 15 mai 1916. La pleine victoire est indispensable, autrement tout serait à recommencer dans quelques années et probablement dans des conditions moins bonnes, car Dieu nous a visiblement protégés. La résistance de la Belgique, l'alliance de l'Angleterre et de la Russie, l'entrée en ligne de l'Italie, la fidélité de nos colonies et des colonies anglaises, ce sont, entre bien d'autres, des grâces exceptionnelles sur lesquelles on ne peut compter. Ces grâces doivent nous donner tout espoir, car Dieu ne nous les a sans doute faites que parce qu'il veut que nous vainquions et que nous protégions le monde contre l'inondation de paganisme allemand qui le menaçait. Que seraient devenues nos nations latines si l'Allemagne victorieuse y avait imposé l'éducation germanique ? Quelle liberté serait restée à l'Église si l'empereur d'Allemagne avait triomphé ? Les Alliés, le voulant ou non, le sachant ou non, font une vraie croisade. Ils combattent non seulement pour la liberté du monde, mais pour la liberté de l'Église et pour le maintien dans le monde de la morale chrétienne. 30 mai 1916. Ma promotion de Saint-Cyr sert bien la patrie. Mazel, Durbal, Pétain en sont. Mes anciens aussi, Mauduit, Sarail, Drian. Lundi de la Pentecôte. Chaque année, le mois de juin, en ramenant l'anniversaire de mon ordination, renouvelle et accroît ma gratitude envers vous qui m'avez adopté et avez fait de moi un prêtre de Jésus. De tout mon cœur, je prie pour vous qui m'avez accepté pour fils depuis plus de 15 ans, et je prie aussi pour le cher diocèse de Viviers. De corps, je suis ici, où je resterai jusqu'à la paix, pensant y être plus utile qu'ailleurs, mais combien souvent mon esprit est en France, au front, où la lutte doit être en ce moment plus ardente que jamais, et à l'arrière, où tant de familles pleurent ce qu'elles avaient de plus cher, ou sont dans de mortelles inquiétudes. Autour de moi, la population indigène reste calme et fidèle. Son attitude est excellente. Je garde le grand désir de voir établir en France la confrérie pour la conversion des colonies françaises dont vous avez bien voulu approuver le projet. En ces jours de la Pentecôte, je pense plus que jamais aux 50 millions d'indigènes infidèles de nos colonies. Puisse l'Esprit Saint établir son règne dans leurs âmes, et puissent les Français, qui leur demandent de les aider à défendre leur patrie temporelle, les aider à obtenir la patrie éternelle. Les menaces étaient trop graves pour que l'autorité militaire ne songeât pas à protéger le père de Foucault et les Touaregs ou leurs serviteurs ralliés à notre cause et qui habitaient Tamanrasset. Au début de 1916, elle avait fait commencer sur les plans et sous la direction du père la construction d'un fortin. L'ermitage changea de domicile le 23 juin. Il passait ainsi de la rive gauche à la rive droite de l'oued Tamanrasset et se trouvait plus près des maisons du village. On va voir que toutes les précautions avaient été prises pour que la petite forteresse pût soutenir un siège.
Elle formait un carré de 16 mètres de côté, entouré d'un fossé de 2 mètres de profondeur. Aux angles, elle était renforcée par 4 bastions garnis de créneaux et à la terrasse desquels on montait par un escalier. Les murs, en toube, avaient 2 mètres d'épaisseur à la base et 5 mètres de hauteur. Aucune ouverture extérieure si ce n'est une porte très basse. Le danger était là, que la porte fût enfoncée, que par surprise, l'ennemi se glissât dans la place. On y avait paré autant que possible. La première porte ne permettait pas à un homme d'entrer debout. Il fallait se courber. De plus, elle donnait accès non pas directement dans le fortin, mais dans un couloir en briques assez étroit pour qu'un seul homme y pût passer et que fermait une seconde porte basse. Puis, juste en face de l'ouverture extérieure, et pour qu'elle ne fût pas attaquée à coups de pierre ou de pique, on avait élevé sur le terre-plein un muret solide, très rapproché de la façade, de sorte qu'il était impossible de tirer de l'extérieur sur une personne qui se fût trouvée devant la porte d'entrée. Celle-ci, d'ailleurs, était encore défendue par les 2 bastions d'angle. Une croix, faite de 2 branches de tamaris, était plantée au faîte du mur, au-dessus de la porte. Enfin, pour permettre de franchir le fossé, on avait laissé une crête de terre qui aboutissait à gauche du muret de protection. L'intérieur était aménagé de manière à recevoir un groupe assez important de réfugiés et de combattants. Un lieutenant qui a séjourné à cette époque à Tamanrasset décrit ainsi les diverses parties du nouvel ermitage fortifié. Au centre de la cour carrée, dont les côtés ont 4 mètres, un puits profond de 6 mètres environ, recouvert d'une épaisse porte en bois renfoncée par des plaques de tôle, eau abondante. Tout autour, des chambres assez spacieuses, toutes pareilles, de forme rectangulaire. L'une servait de chapelle au révérend père, une autre était réservée aux hôtes de passage, une autre servait à entreposer les vivres, cotonnades, etc., que le père destinait aux Touaregs, une 4e enfin constituait l'appartement particulier du père. Elle était à la fois chambre à coucher, cabinet de travail, salle à manger, toutes choses égales d'ailleurs, et en laissant à ces dénominations, appliquées au père de Foucault, leur véritable signification. Seul le cabinet de travail méritait ce titre. Des livres partout, des manuscrits jonchaient la petite table en bois de caisse qui servait de bureau. Ainsi édifié, ce fortin est imprenable par une bande armée de fusils, l'escalade en est presque impossible, et 2 hommes ou même un homme armé de grenades suffirait à en assurer la défense. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.